Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le Palais des Sports Mendes France. Bienvenue à la Biennale des villes en transition. Je suis Antoine Bach, adjoint au maire, en charge des risques et de la résilience territoriale. Entre autres choses, je suis aussi en charge de la prospective, dont on voit d'ailleurs ici une magnifique fresque de 26 mètres de long. Mais c'était tout l'enjeu du débat d'hier soir, il fallait y être. Mais elle sera évidemment, vous pourrez la voir après l'atelier, après cette séquence. Pourquoi aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir le groupe URD, Pablo et Véronique, qui vont nous faire une restitution d'une étude sur l'entraide en temps de crise. C'est important pour nous à la ville de Grenoble, on essaie de penser le futur et les crises. Pourquoi le futur et les crises? Parce que la science nous dit que demain ne sera pas comme avant, un peu mieux. Voilà, tout simplement. Il s'agit d'avoir un regard lucide sur le monde qui nous entoure. Grenoble n'est pas en dehors du monde. Nous subissons localement les effets de l'anthropocène global, les effets d'une géopolitique, d'une planète déréglée. Et tout cela sur fond d'explosion des inégalités sociales et de tensions dans la société. Donc nous devons faire face en toute lucidité à tous ces éléments et garder une trajectoire de transformation du territoire pour le rendre plus robuste et qu'il soit aussi pour toutes et tous et pas simplement pour une minorité de privilégiés. Alors, on le sait, le stress chronique sape régulièrement, que ce soit l'action du service public, mais aussi dans les économies domestiques. Et tout cela se révèle beaucoup dans les situations de crise. Les situations de crise qui sont de plus en plus nombreuses, qui sont de nature plus variée, plus diverse qu'auparavant, qui se succèdent et qui mettent à mal tout le système de réponse aux crises, que ce soit des services publics, alors municipaux ou jusqu'au plus haut niveau de l'État, mais aussi les associations agréées de sécurité civile, dont je remercie d'ailleurs la présence de quelques-unes ici, et qui auront un atelier cet après-midi. Il s'agit de penser, on a vu aussi dans les différentes crises qui sont succédées, on a vu les exemples à Valence, on voit aussi dans les crises longues, est-ce qu'on peut encore parler de crise? C'est un terme que je vais beaucoup utiliser, mais qui sera très certainement qui ne sera pas opportun. Quand la crise est permanente, peut-on parler de crise? Voilà, dans le Briançonnais, notamment dans l'accueil des personnes réfugiées qui essaient de passer les frontières, on voit régulièrement et c'est une bonne chose, car je crois que c'est un réflexe naturel, l'entraide en situation de crise, chez les mammifères notamment, mais pas seulement, peut-être Pablo en dira un peu plus. Je crois qu'au niveau cellulaire, ça se retrouve aussi, si je me souviens bien. On voit que l'entraide est un réflexe naturel, une tendance naturelle des êtres humains, et c'est une excellente chose. Cependant, comment est-ce qu'elle peut s'articuler ou non avec les réponses des services publics, des associations agréées de sécurité civile en situation de crise? C'est un sujet qui nous questionne et que nous voulons prendre à bras le corps ici à Grenoble. C'est pour ça que nous sommes très heureux d'avoir cette restitution de cette étude ici. L'entraide, c'est un des piliers de la stratégie de résilience de la ville de Grenoble. Vous en trouverez une version résumée ici, disponible à l'entrée et juste à côté sur le stand. Si les notions de linking, de bridging et de bonding vous sont étrangères, ça tombe bien. Vous en verrez une description dans ce petit document que nous avons voulu court et didactique, mais vous avez évidemment la version longue de ce rapport, de cette stratégie de résilience territoriale disponible sur Internet. Je ne serai pas plus long. Je tiens vraiment à vous remercier pour votre présence. Nous serons très attentives et très attentifs à vos travaux. Merci de nous faire partager l'état des connaissances en la matière et ensemble contribuons à construire un monde plus beau, plus juste et plus solidaire pour toutes et tous, y compris dans les situations de crise. Merci Antoine. Bonjour à toutes et à tous. Alors on va prendre une petite heure pour cette restitution et ensuite on va prendre ce sujet et le travailler ensemble avec des petits ateliers dans cette salle. Et ça va nous amener à midi, donc on passe la matinée ensemble. Pour cette heure de présentation, ouais, merci Antoine d'avoir posé le cadre. On est bien dans un cadre de crise globale. Les enjeux sont systémiques, il y a le climat, il y a la biodiversité, il y a les inégalités, il y a les crises, les conflits armés, etc. Et c'est dans ce cadre global qu'on parle d'entraide.
l'entraide, pourquoi? C'est un sujet qui est à la fois assez commun, on en parle, mais il n'est pas encore hyper présent officiellement dans les stratégies de résilience. L'entraide, ça sert pour la résilience, ça sert aussi pour la résistance, ça sert aussi pour transformer nos sociétés. On est bien dans un cadre de crise et de risque, mais aussi l'entraide, ça sert dans la vie de tous les jours. C'est que même si les crises n'arrivent pas, on aura amélioré nos vies en favorisant l'entraide entre nous, enfin le tissu social, quoi. Donc là, on est bien en train de parler d'entraide en temps de crise. C'était le sujet principal de cette étude qui est en cours, qui dure, là on est à la moitié, on va dire. Véronique va commencer à l'exposer et moi je continuerai après. Je voulais juste dire que on était heureux de venir à la ville de Grenoble parce que on se rend bien compte que la ville de Grenoble est pionnière dans ces sujets. Elle innove, il n'y a aucune ville qui amène ce sujet. Donc on est, alors que des équipes internationales de recherche travaillent sur ce sujet, ici on est vraiment à la pointe en la matière. Eh bien, nous sommes deux à présenter cette étude, Véronique de Geoffroy et moi-même. Je m'appelle Pablo Servigne, je suis auteur et conférencier. Je suis indépendant, mais je travaille sur ce sujet avec le groupe URD que dirige Véronique. Et ensuite, nous aurons Aline et Nadine qui animeront les ateliers. Donc, en 2 mots, avant de démarrer, le groupe URD, en fait, c'est un think tank qui est spécialisé sur la gestion des crises et des situations de fragilité. On est d'abord spécialisé à l'international sur les situations humanitaires. Et depuis quelques années, on accompagne aussi effectivement l'évolution des crises et leur augmentation sur le territoire national. Et on essaye de faire des allers-retours entre l'expertise qui a été construite dans le secteur de l'aide internationale pour voir ce qui est utile et intéressant de ramener sur le territoire national et inversement. Et personnellement, je trouve que ces allers-retours sont très fertiles. Et ce projet en est un exemple. Vous allez voir, on va parler de situations qui sont en partie en France et d'autres dans des contextes de crise à l'international. Et du coup, c'est un projet qui n'aurait pas pu voir le jour sans un certain nombre d'appuis que sont l'Agence française de développement, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Fondation de France, qui est très impliquée sur ces thématiques-là, et la Principauté de Monaco. On est basé, nous aussi, donc en Auvergne-Rhône-Alpes, mais on est dans la Drôme, dans un tout petit village perdu en haut d'une montagne, en face du Mont Ventoux. Voilà. Donc, on va passer rapidement, mais c'est juste pour dire en fait que ce travail, il n'aurait pas pu voir le jour sans un nombre de collaborations, dont certaines qui sont basées ici, ou d'autres qui ont des représentations dans cette salle. Donc, je voulais juste rappeler effectivement que Antoine et Norbert Cariou de la ville de Grenoble, vous êtes dans notre comité de pilotage, mais on a aussi l'Université de Grenoble qui est représentée avec Sandrine Caroli et Cécile Cornoux. Et j'ai voulu juste faire un petit clin d'œil au nouveau directeur général de l'AFPCNT, de l'Agence française... l'AFPCNT, j'y arrive bien, mais alors, l'Association française de prévention des catastrophes naturelles et technologiques. Voilà, tu pourras dire que j'ai réussi à le dire sans me tromper. Et aussi des représentants de la Croix-Rouge française. Du coup, je ne les ai pas surlignés, mais effectivement, la Croix-Rouge française est très impliquée sur ce projet à travers la fondation de la Croix-Rouge française en termes de recherche. Donc voilà, des équipes de chercheurs au niveau international et l'équipe du groupe URD. C'est un projet qui est conséquent, c'est sur 5 années, donc il y a un volet recherche opérationnelle, mais il y aura aussi des activités de diffusion. Notre objectif, c'est de nous adresser à différents types de publics à l'issue du projet.
On veut à la fois donner des résultats pour les citoyens, pour les associations qui se mobilisent en temps normal et en temps de crise, pour ceux qui sont sensibles effectivement à l'augmentation des risques sur leur territoire, et aussi la première ligne de secours et les acteurs des territoires. Donc on diffusera largement nos résultats, une fois qu'ils seront consolidés, pour ces différents types de publics et sur différents supports. Et vraiment, notre objectif, c'est ça, c'est renforcer l'entraide et l'auto-organisation des individus, des citoyens avant l'arrivée des secours. On en reparlera, hein, mais il y a toujours cette période où, en fait, les premiers intervenants, c'est les voisins, c'est la famille, c'est les plus proches. Et aussi d'améliorer cette articulation, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un gros enjeu. Et il y a beaucoup de questions qui se posent là sur l'articulation. Donc, où est-ce qu'on en est de notre projet ? Alors, on a fait tout un travail d'analyse bibliographique et je dois dire, moi, après 30 ans de travail dans les crises à l'international, j'ai découvert l'immensité des travaux de recherche en sociologie, en gestion des catastrophes, qui justement, déjà depuis des décennies, documentent la force et l'organisation en temps de crise, y compris des non-professionnels. Donc ça a été un énorme travail. Pablo a je ne sais pas combien de centaines, voire de milliers de références sur ce sujet-là. Ensuite, nous, on a conduit 6 études de cas. Donc là, j'ai juste un exemplaire des résumés exécutifs des 5 premières études de cas qui sont sorties là depuis 2 mois. Donc, il y a par exemple en France l'étude de cas sur la vallée de la Roya. On en reparlera parce que c'est notamment Pablo qui a conduit cette étude de cas. Donc ça, c'est vraiment une étude de cas qui, en plus, est assez intéressante parce qu'il y a des rapprochements qu'on peut faire, je pense, en termes de territoire, hein, avec le territoire de Grenoble et de l'Agglo et au-delà. On a fait une étude de cas, tu en as parlé, Antoine, sur la mobilisation citoyenne pour l'accueil des migrants à la frontière franco-italienne. Donc sur le Briançonnais, qui est une étude de cas particulière, hein, on en reparlera, où là, la population, elle est plutôt contre l'État, contre les politiques publiques, et ça fait ressortir d'autres enjeux. Une étude de cas donc, qui n'est pas encore publiée sur l'île de la Réunion, où là, on a une culture du risque largement plus développée que sur la métropole. Donc on est allé voir comment est-ce que la culture du risque, la mémoire des catastrophes influent éventuellement la mobilisation citoyenne, l'entraide et l'articulation avec les secours. Mais ensuite, voilà, on a voulu aussi explorer d'autres types de contextes, notamment l'Ukraine. Pour ceux qui suivent un peu cette actualité, depuis le début, on entend parler de ces groupes de volontaires qui se sont mobilisés en appui, du coup, pour les secours, mais aussi en appui à l'armée. C'est vraiment un phénomène de résistance sociétale contre l'ennemi et au moment de l'invasion russe. Donc ça nous a semblé très intéressant, d'autant plus pour les acteurs humanitaires, parce que là, vraiment, sur ce contexte-là, c'était tellement massif que ça a questionné la capacité d'action des acteurs humanitaires, des professionnels. Une étude de cas sur l'Australie. L'Australie, vous le savez, là, mais depuis 2019, ils ont passé des séquences de méga inondations, méga feux. Et notamment, là, on a travaillé avec une équipe qui a documenté comment est-ce que les communautés qui se sont retrouvées isolées petit à petit et à travers les crises se sont renforcées dans leur propre capacité de réponse et dans les liens avec les secours. Et une étude de cas au Tchad, à N'Djamena, où dans un quartier en 2022, face à la montée du fleuve, en fait, c'est juste l'approche communautaire qui a réussi à consolider la digue pour éviter les inondations. Et là, c'est un autre type de contexte avec des services publics très, très éloignés, on va dire ça comme ça. Donc voilà, ça c'est nos 6 études de cas. C'est vraiment une matière première qu'on a travaillée, où on a du coup fait des entretiens semi-directifs avec entre 20 et 50 personnes à chaque fois, pour vraiment documenter, recueillir la parole, les expériences, le vécu à la fois des sinistrés, des entraidants et des secours.
Ensuite, on avait bien conscience qu'on n'arrivait pas à couvrir toute la diversité des contextes et des thématiques. Donc, on est là actuellement dans une série de 6 webinaires qui complètent finalement notre étude à travers soit des approches thématiques, la question du genre. Comment est-ce que, par exemple, le rôle des femmes, est-ce qu'il est important dans l'entraide? Est-ce qu'il est visible? Ça, c'est une question, je crois que c'est la semaine prochaine qu'on a le webinaire. Mais on a aussi fait, par exemple, le soutien psychosocial. Comment est-ce que les individus, dans les crises, peuvent être aussi des relais d'un soutien psychosocial, et comment eux aussi, peut-être, les entraidants deviennent aussi, au bout d'un moment, atteints au niveau psychosocial, et comment est-ce que ça joue sur les questions d'entraide. On va avoir un webinaire sur les politiques publiques. Comment est-ce que les politiques publiques, d'ailleurs, il y a Norbert qui va intervenir sur ce webinaire, et on va faire une comparaison avec la Suisse et je ne sais plus quel État du nord de l'Europe, je ne me souviens plus, bref. Voilà, comment les politiques publiques préparent et en puissante la mobilisation citoyenne, y compris en préparation aux crises. Et puis, on a voulu aussi travailler sur d'autres contextes qu'on n'avait pas pu couvrir avec nos études de cas. Donc, on a fait quelque chose sur le Soudan. Pour ceux qui suivent l'actualité, c'est extraordinaire. Enfin, c'est terrible. La guerre civile au Soudan, elle est vraiment catastrophique en termes de perte de vie humaine, de déplacement, etc. Mais en même temps que ça, il y a une mobilisation des emergency rooms, community kitchen sur ce contexte-là qui maillent le territoire et qui sont là où les acteurs humanitaires, pour des raisons de sécurité, ne peuvent pas intervenir. Il y a ça qui fonctionne, avec notamment un appui de la diaspora de la planète entière. Et ça aussi, en fait, c'est une dimension un peu nouvelle dans les crises et des capacités de réponse qui sortent des radars qu'on avait imaginés au moment de la construction des organisations humanitaires, des secours, etc. Donc très intéressant. Et le Japon avec le tsunami et la crise de Fukushima, où là, ça illustre aussi d'autres facettes de nos travaux. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? On en est dans notre analyse globale. On met tout ça dans un pot, on fait la cuisine avec tous ces éléments-là pour faire émerger petit à petit des choses qui sont convergentes, des recommandations. Et donc, on est en train de finir la publication des 6 études de cas, mais du coup, après la fin de l'analyse globale, avant la fin de l'année, dans le 2e semestre, on publiera un rapport global, en fait, qui répond à nos questions de recherche qui nous guident depuis le début de nos travaux. Et en même temps qu'on fait ce travail-là, on va co-construire des recommandations. Alors, il faut quand même qu'on vous dise que notre analyse globale, elle n'est pas complètement finalisée. Hein, on est en plein dedans. On est en train de tout mettre sur la table pour voir ce qui en ressort. Donc, c'était avant-hier, il y avait la dernière, là, juste, qui était présentée ici. Nous, on est en avant-première. Voilà. Donc, soyez indulgents. On va faire de notre mieux pour vous présenter là où on en est. Mais on a bien conscience que ce n'est pas finalisé et qu'on a encore beaucoup de travail. Et notamment la question des recommandations. Dans notre projet, on s'est engagé à les co-construire. Donc, du coup, vous êtes pareil, vous êtes notre premier groupe avec qui on va réfléchir à des recommandations. Et voilà, je vous remercie d'ailleurs d'être là et de nous aider à travailler, du coup. Voilà, et derrière ça, du coup, on diffusera tout ça largement pour différents types de publics, grand public, professionnels et acteurs des territoires. J'en ai déjà parlé, hein, mais effectivement, c'est un projet de recherche. Donc, on a suivi une méthodologie très stricte avec nos questions de recherche, avec un protocole qui nous permet aujourd'hui, du coup, de faire cette analyse transversale. Évidemment, on n'a pas pu couvrir toute la diversité des contextes. On a conscience, alors avec le Japon, on va toucher un tout petit peu la question des catastrophes technologiques. On a conscience qu'il y a des enjeux particuliers
notamment sur l'entraide et l'articulation avec les secours dans des contextes de catastrophes technologiques. Ce n'est pas complètement couvert par nos propres études de cas, c'est pour ça qu'on essaye d'élargir à d'autres types de contextes à travers les webinaires, mais on peut pas prétendre avoir couvert toute la diversité des crises, malgré nos efforts. Et donc ça, il faut l'avoir en tête. Et le choix de nos contextes d'études, à chaque fois, on a atterri vraiment sur un lieu particulier et on a creusé. On n'a pas voulu faire du large, on a plutôt vraiment fait un choix méthodologique d'atterrir sur un territoire donné. Et ce choix, on a évidemment plutôt choisi des zones où il y avait de la matière à étudier que des zones où il n'y avait pas eu d'entraide. Donc, il faut aussi garder ça en tête, même si la littérature nous confirme qu'il y a, en temps de crise en général, mais je ne dévoile pas les résultats, mais en général, il y a de l'entraide, je crois, à peu près partout. Voilà, et je te passe la parole. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de toutes ces recherches, à la fois bibliographiques et sur le terrain ? Ah non, pardon. Avant, je fais une petite précision sémantique. Là, on parle de mots, entraide, aide, solidarité. Pour avoir un langage commun ce matin, on va un peu préciser. Par entraide, on entend un acte d'aide mutuelle. Donc, c'est une action avec une certaine réciprocité potentielle. J'aide quelqu'un et soit cette personne m'aide en retour, soit j'estime ou j'ai l'impression qu'elle pourrait m'aider aussi. Une réciprocité potentielle. Donc on voit qu'il y a une certaine horizontalité dans ce mot entraide. D'accord ? À la différence de l'aide, quand vous avez des secours qui arrivent, ils aident, ils ne s'attendent pas à ce qu'il y ait une réciprocité. Okay ? Donc il y a une verticalité dans l'aide. Donc ça, c'est un petit schéma vertical, horizontal, qui peut permettre aussi de se repérer tout au long de la matinée et plus tard. Entraide et aide sont des actes. La solidarité, c'est plutôt un sentiment. C'est quelque chose qui unit des personnes et qui donne envie d'aider. On se sent solidaire avec des gens. Ce n'est pas un acte, c'est un sentiment, c'est une sorte d'obligation d'aider. Voilà, on a des liens forts avec. Donc, acte, sentiment. Et on disait tout à l'heure, je ne sais plus si c'était toi, Véro ou Antoine, les crises, c'est aussi un mot fourre-tout. Pour l'instant, situation qui sort un système. Qu'est-ce que j'ai dit ? Situation qui sort un système d'une situation de fonctionnement normal. Voilà, on est en dysfonctionnement. Et là, on peut distinguer les crises ponctuelles, violentes, globales, systémiques, des dégradations progressives. Les deux, on va les mettre pour l'instant dans les crises. Et pareil, ça dépend aussi du point de vue. Du point de vue du citoyen, on est vite dans une situation anormale. Par contre, des services de secours dont le métier est la gestion des crises, s'il y a un incendie, une inondation, ou que sais-je, et que ça rentre dans les corps de tout ce qui est prévu et anticipé, ben on pourrait appeler ça un événement. On discutait avec Norbert. Mais et du point de vue des secours, une crise, ça sera quelque chose qui n'est pas anticipé, qui est complètement hors cadre. Donc ça dépend aussi du point de vue, vous voyez le terme de crise. Pour l'instant, on va prendre cette acception que c'est une situation anormale. Alors l'entraide, ben, dans tous nos cas d'études et partout dans la littérature, c'est massif. L'entraide, elle sort tout le temps. Et on a essayé donc il y a eu plein d'actes dans les résultats qu'on a, et on les a classés en différentes catégories. Pour l'instant, c'est encore un peu temporaire, il y en a 6, 7, 8. Il y a des actes autour de l'alimentation, la gestion des ressources, c'est le principal. Quand il y a une situation catastrophique, les gens pensent à manger, à boire d'abord, et à sauver des vies, c'est le principal. Donc là, c'est principalement des exemples tirés de la vallée de la Roya. Vallée de la Roya, c'était en 2020, il y a eu la tempête Alex, qui a amené des pluies immenses. Il y a eu 50, 60, 70 cm de pluie en un peu plus de 24 heures sur des terrains secs
Donc toute la petite vallée dans le Mercantour à la frontière avec l'Italie a été emportée par des trompes d'eau, enfin des quantités d'eau immenses. Tous les ponts, les routes ont été détruites, c'était apocalyptique. Et la vallée étant enclavée par l'Italie, la frontière, les montagnes, et bien toute la vallée qui représente, c'était combien déjà 5 000 habitants, 5-6 000, je ne sais plus, quelque chose comme ça, moins de 10 000, a été isolée pendant plus de 24 heures. Pas de route, pas de téléphone, pas d'électricité, pas d'eau, rien, pendant plus d'1 jour, quoi. Et les secours ont mis du temps à arriver de l'extérieur, et puis petit à petit, il y a eu des mesures d'urgence, etc., donc des hélicoptères, etc. Et donc il y a eu quelques heures d'entraide pure, d'improvisation, à la fois chez les habitants et dans les systèmes des secours. Donc on a eu des mises en commun de congélateurs. Le congélateur ne marchait plus. Donc il y avait plein de viande tout à coup. Ils ont fait des barbecues sur la place publique. Les gens ont distribué gratuitement. Les magasins sont ouverts. Alors on parle souvent de pillage dans les médias, mais il faut savoir que c'est le plus souvent pas le cas. C'est juste des gens qui viennent sauver des vies. Et donc voilà, là aussi ça dépend du point de vue. Enfin bref, la question des médias, c'est encore autre chose. Mais il y a eu plein de partages de nourriture, de repas collectifs, de systèmes de troc, des systèmes artisanaux pour réparer des canalisations, pour remettre de l'eau. Il y a des paysans qui ont pris des remorques d'eau pour aller en ville et distribuer de l'eau. Enfin, plein d'improvisations. Récolte de bois de chauffage pour chauffer ou pour faire la cuisine avec des gens qui n'avaient plus d'électricité, etc. Donc beaucoup de choses autour de l'alimentation et des ressources. De l'hébergement, alors la catégorie hébergement, accueil des sinistrés aussi, très important. Des gens qui n'avaient plus de logement ont été hébergés chez des bénévoles, voisins ou des inconnus. Et puis utilisation de bâtiments communs, collectifs, municipaux pour accueillir donc, les gymnases, les gares, les salles municipales, etc. Avec les élus et les services publics qui étaient pris aussi comme des sinistrés, qui étaient là en mode improvisation, en mode dégradé, et qui sont à la fois élus, ils ont un rôle, ils ont un rôle, et ils se sentent investis d'un rôle, mais à la fois sont des citoyens, et ils sont aussi sinistrés et victimes, etc. Donc on a, vous voyez déjà, une sorte de porosité entre l'aide et l'entraide, entre les statuts des gens. En cas de catastrophe, tout est parfois brouillé. On a évidemment des secours aux personnes, sauvetage direct de personnes, soins, urgences. Il y a beaucoup ou aux animaux, aux humains ou aux animaux aussi. Et il y a des gens, des citoyens qui ont aidé les secours. Ils ont aidé les citoyens entre eux, les voisins, etc. et aussi aux professionnels, de l'aide aux professionnels. Il y a eu beaucoup de nettoyage, reconstruction, la boue, les infrastructures, les ponts étaient tous détruits, donc il y a des gens qui avaient des tractopelles ou des outils qu'ils savaient faire, ils ont construit des ponts en bois à l'arrache, c'était interdit, on s'en fout, on le fait quand même. Et puis 2 mois après, c'est reconstruit, on n'attend pas les autorisations, il fallait le faire dans l'urgence. Collecte des déchets, chantier collectif, des chaînes humaines, tout ça est massif partout. Transport, logistique aussi. Beaucoup de gens ont aidé les secours à accéder à des endroits inaccessibles avec des quads, des 4x4, des motos, organisation de navettes, voilà, du stop, de plein de choses qui se font de manière spontanée. Beaucoup de choses dans la coordination et la communication, surtout les transmissions d'infos, parce que quand il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de portable, il n'y a plus rien. Comment on fait pour communiquer, pour savoir qui a besoin de quoi? Premier réflexe, vous allez à la place centrale, vous voyez qui est là, les gens sont un peu hagards, on accroche une affiche, on demande qu'est-ce qui se passe. Donc le bouche à oreille est fondamental. Et puis les places à la mairie, enfin après on ressort les papiers, les stylos, etc. C'est de l'impro. Centre de tri, distribution de dons, etc., etc. Et solidarité, liens sociaux et psychologie et santé mentale, comme tu disais, Véro.
soutien et soins psychologiques entre sinistrés ou aux aidants, aider ceux qui aident, aux professionnels des secours. Et ça, c'était c'était des citoyens qui aidaient des pros à aller aider les entraidants. Enfin bref, tout le monde à un moment s'aide, avec aussi des visites régulières aux personnes isolées. Il y a eu beaucoup d'attention dans la montagne, hein. C'est un territoire montagneux, donc il y a déjà de l'entraide structurellement. Il y a une sorte d'esprit montagnard qui fait que ceux qui ont les capacités et les compétences vont marcher 1 jour, 2 jours en montagne pour aller voir les maisons isolées, les petits vieux qui ne savent pas bouger. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Comment ça va? Parce qu'il n'y a pas de communication. Donc ils reviennent, ils donnent des nouvelles à tout le monde, ils amènent de la nourriture, etc. Tout ça, c'est fait spontanément, sans pros. Et quand les pros sont arrivés, la gendarmerie, les équipes de secours de montagne en hélicoptère, etc., 2-3 jours après, 1 semaine après, en fait, tout avait déjà été fait par les guides de montagne, par les gens qui connaissent la montagne, en fait. Assistance aux personnes âgées, ah oui, ils ont déplacé toute une maison de retraite, c'était fou, en pleine nuit avec la pluie, etc. Beaucoup de choses, voilà. Donc ce qu'on constate, c'est déjà qu'on peut classer tous ces comportements, on les a classés en 3 catégories. C'est encore en test, mais voilà, on vous la présente comme ça. Donc il y a déjà tous les comportements spontanés, des gestes simples, des échanges directs, surtout entre personnes de proximité. Les voisins, les amis, ceux qu'on voit, parce qu'il n'y a pas de communication, en tout cas dans ce cas-là. Quand il y a peu de communication, quand on est dans l'urgence, quand on est pris dans la peur, eh ben, on s'occupe déjà de ce qui est autour de nous. Et c'est assez improvisé. Voilà, donc c'est ce qu'on a appelé l'entraide primaire. Puis, petit à petit, quand ça, c'est bon, quand vos voisins sont OK, votre famille est OK, il y a petit à petit une entraide secondaire qui se met en place. Elle est plus structurée, elle est plus collective et plus spécialisée. Donc tous les trucs faciles sont faits. Et il y a des chantiers collectifs plus compliqués, genre faire un pont ou enlever toutes les voitures de la place publique, la boue, etc. Ça demande des efforts collectifs, donc on est obligé de se structurer, etc. Chantiers participatifs qui se mettent en place petit à petit après quelques jours. Et on a besoin d'experts de plus en plus. Donc on a une entraide dite secondaire qui apparaît, souvent qui implique des collectifs déjà structurés avant la crise. Genre des clubs de foot, des syndicats, des assos, etc. Ça, c'est déjà structuré. Donc ils savent, ils se connaissent et ils peuvent agir vite. Ils ont les outils, ils savent qui appeler pour avoir un camion, une tractopelle, etc. Et donc là, on est déjà à plusieurs jours, semaines, voire mois après la crise. Il y a encore des chantiers collectifs, là, 4-5 ans après la Roya. Pourquoi? Parce qu'il y a une entraide tertiaire, dite tertiaire, qui s'est mise en place, qui s'est pérennisée et institutionnalisée. Il y a des gens, ils ont tellement eu de succès, ils ont tellement kiffé aider et avoir une boucle de rétroaction positive, c'est-à-dire dans leurs actes, ça a été utile, ça a été génial. Donc ils se sont constitués en association. Dans la Roya, il y a eu Mission Trekker, des montagnards qui sont allés voir un peu tout le monde, comme je vous disais. Ils se sont constitués en association et aujourd'hui, ils sont allés aider en Allemagne dans les inondations, à Valence encore les inondations. Et il n'y a plus besoin d'aide dans la Roya, mais ils externalisent l'aide ailleurs dans le monde. Ils exportent l'entraide. Il y a les week-ends solidaires qui sont mis en place quelques jours dans la Roya, avec tous les gens qui venaient de Nice pour aider. Et ça dure encore. C'est une association qui dure. Enfin bref, il y en a quelques-unes dans la Roya. Ce qui fait qu'il y a cette entraide. Elle a tendance... Alors, ouais, j'ai mis un petit graphique là. Au début, l'entraide primaire, elle explose. On est tous dans la merde, on doit s'aider. On ne réfléchit pas, c'est comme ça. Puis, elle diminue avec l'urgence. Et l'entraide secondaire commence à émerger. Et l'entraide a cette tendance, une fois que l'urgence passe, à s'effacer
au profit de ce qui a été installé et construit. Donc l'entraide tertiaire, les associations, je les ai schématisées comme ça. Alors c'est pas quantitativement, ça veut rien dire, hein, c'est une image, c'est une représentation. Pour vous dire que ces différents types d'entraide se succèdent et qu'il y a une tendance à l'entraide, une fois que l'urgence est passée, à s'estomper. Donc l'enjeu, c'est quoi? C'est de anticiper la venue de l'entraide et d'essayer de la maintenir, de la stabiliser, on va dire, sur le temps long. Donc, quand il y a une crise, en mode spontané, il y a toujours de l'entraide. Et on pourrait, populaire, on va dire, citoyenne, grassroots, comme disent les Anglais, bottom-up, ça vient de partout, et c'est une sorte de réflexe, c'est spontané. Donc on pourrait la considérer comme une sorte d'animal sauvage. C'est quelque chose que vous aurez beau faire n'importe quoi, si vous la canalisez, si vous la canalisez pas, peu importe, ça va sortir. Si vous la prévoyez pas, ça sort. Si vous la prévoyez, ça sort. Et ça nous fait revoir le mythe de l'égoïsme et de la compétition. Véro t'en parlera juste après. Mais ça va à l'encontre complètement de notre mythologie libérale qui est que, en fait, on va tous s'entretuer. S'il y a une crise, ça sera la guerre de tous contre tous. Et c'est en fait la conception qu'on a philosophique dans nos sociétés depuis 2-3 siècles, depuis les fondements du libéralisme. Hobbes et compagnie, tous les philosophes qui ont fondé le libéralisme, avaient une conception de la nature, et par extension de la nature humaine, très mauvaise. La nature, dans la jungle, c'est l'agression et la compétition. Et s'il n'y a pas une structure, en l'occurrence l'État, qui vient organiser les choses, c'est la guerre de tous contre tous. Ça, c'est notre conception libérale de nos sociétés modernes. Et c'est faux. Dans la nature, il y a beaucoup d'entraide, et spontanément, ça sort. Donc notre société est basée sur un mythe faux et aujourd'hui toxique. Parce que le trop de compétition est corrosif pour les sociétés et maintenant pour l'environnement. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que ça serait long, mais on pourra en discuter après avec plaisir. Est-ce que l'entraide est exceptionnelle? Pas du tout. Dans les médias, souvent, les reportages, « Oh, la vallée de la Roya, il y a de l'entraide, c'est incroyable ». Pas du tout. C'est complètement banal. Et ça, c'est parce que les médias sont dans le mythe de l'égoïsme et de la compétition. C'est très commun. Et il y a des expériences, donc la bibliographie est monstrueuse, hein, dans plein de cultures humaines, partout dans le monde, plein de catastrophes différentes. À chaque fois, c'est la première réaction. Il y a même des expériences en laboratoire où des économistes expérimentaux, ils ont fait ils ont mis des participants autour des tables avec des jeux économiques. Ils donnaient 20 € à chacun et ils testaient le comportement prosocial ou antisocial de chacun en faisant varier des paramètres. Et ils montraient que plus on mettait les gens en comportement instinctif, de répondre rapidement, plus les gens étaient prosociaux. Plus on les faisait réfléchir, on les passait en mode rationnel, plus ils étaient égoïstes. Et donc, si on les forçait à répondre vite, ils allaient être plus instinctifs, plus intuitifs, plus prosociaux. Et ça correspond à ce qu'on observe en cas de catastrophe. Quand vous avez quelqu'un qui meurt, là, qui saigne devant vous, mais peu importe si c'est un voisin, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un avec qui vous n'entendez pas, vous aurez envie de l'aider, de le sauver, etc. Et on ne réfléchit pas. Et quand on demande par exemple, les justes, pendant la guerre, qui ont sauvé les Juifs, il y a des études là-dessus. On leur dit, mais pourquoi vous avez fait ça? C'était risqué, c'était courageux. Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas un héros, j'ai pas réfléchi. Ils disent, j'ai pas réfléchi, c'était une question d'humanité. Donc, ce n'est pas du tout exceptionnel, et c'est vraiment nous. On est câblés, nous les humains, au niveau neuronal, hormonal et culturel, pour aider, pour s'entraider, pour la prosocialité. Ce qui est exceptionnel et ce qui est vraiment bizarre chez nous, c'est notre culture de la compétition. C'est ça qui est dangereux. Et donc, en temps normal, quand il n'y a pas de crise, c'est totalement normal. L'entraide, elle est discrète
Et elle est partout. Elle est discrète parce qu'on a mis les lunettes de la compétition. Et depuis petit, on est éduqué à la compétition, à la compétitivité, à tout ça. Et on ne voit plus qu'il y a des actes d'entraide partout. Mais en fait, on a été éduqué là-dedans aussi. Donc quand les normes sociales disparaissent en temps de catastrophe, on a quand même nos normes sociales internalisées qui font qu'on est sympa. C'est juste une question d'empathie et ça existe depuis toujours. Pourquoi l'être humain il a réussi à arriver ici après des millions d'années? Pourquoi on a traversé l'adversité depuis des centaines de milliers d'années? Parce qu'on vit en société, on est une espèce ultra sociale, c'est-à-dire hypersensible à l'empathie, à la réciprocité, à l'altruisme, etc. Et on arrive en plus de notre nature à construire des normes sociales et des institutions qui bétonnent ça dans les et qui font les sociétés. Donc c'est en nous, c'est pas du tout une exception, l'entraide est partout et elle va sortir. Et elle sort d'autant plus qu'on a besoin les uns des autres, c'est ça la clé. Dans cet esprit de communauté, quand vous vous sentez en esprit de communauté, c'est-à-dire vous êtes dans un groupe où il y a des liens forts, il y a du sens, vous connaissez les gens, eh ben, l'être humain il se sent bien, les peurs diminuent et voilà, et on est fait comme ça. Et quand on a besoin les uns des autres, c'est encore plus facile. Qu'est-ce qui fait que parfois on va avoir des comportements égoïstes, compétitifs? C'est parce qu'on n'a pas besoin les uns des autres. Donc, la compétition et l'égoïsme, c'est un truc de riche, un truc d'abondance. Quand on est dans l'abondance et qu'on n'a pas besoin de son voisin, on peut se permettre le luxe d'être égoïste et compétitif. On peut aussi s'entraider. Je ne dis pas que les riches sont toujours égoïstes et compétitifs, mais ça laisse la porte ouverte à l'égoïsme et la compétition. Quand on a besoin les uns des autres, ben on est obligé de s'entraider en quelque sorte. On peut vouloir le faire, mais aussi on est obligé. Et les compétitifs, les égoïstes, c'est les premiers, ça sera les premiers à mourir. C'est pour ça qu'en temps de catastrophe, l'entraide émerge. En temps d'abondance, c'est plutôt la compétition et l'égoïsme. Alors il y a plusieurs facteurs, là c'est un petit peu en cours de réflexion, mais on a remarqué déjà plusieurs facteurs qui sont défavorables à l'entraide. L'entraide émerge toujours, mais parfois c'est pas terrible. Et il y a des tensions et des conflits avant, qui font que, ah non, lui, ce voisin-là, je ne vais pas aller l'aider, parce qu'il m'a vraiment fait chier pendant des années. Et donc, alors parfois, c'est tellement grave qu'on va quand même l'aider, mais parfois, la situation n'est pas si grave que ça, je ne vais pas l'aider. Donc c'est important, le climat social ou antisocial, avant la crise. L'isolement des gens. Plus les gens sont isolés ou se sentent isolés, moins ils auront tendance à la prosocialité, à l'entraide. Donc le tissu social est important, la qualité du tissu social, on en reparlera peut-être, et le manque de préparation. Il y a des gens qui disaient « mais moi je ne savais pas qui aider, je ne connais pas mes voisins et je ne connais pas les procédures et je ne suis pas préparé moi-même, en gros je ne sais pas gérer mes peurs ». Donc j'étais sidéré. Quelqu'un qui ne s'est pas entraîné, qui ne gère pas ses peurs, qui n'a pas ses capacités à bouger, il ne pourra pas aider. On peut aider quand on est bien, quand on a assuré sa survie, ses voisins, les liens avec sa famille, etc. Là, on a des capacités d'aller aider. Donc le manque, et quand on sait quoi faire, quels sont les protocoles, qui contacter dans les services de gestion de secours, des services de la ville, quels sont les voisins à contacter, etc. Quand on a un peu anticipé, ça marche quand même beaucoup mieux. Enfin, il y a moins d'impro en tout cas. Et il y a plein de facteurs qui favorisent l'entraide. Le sentiment d'urgence, plus c'est catastrophique, plus on va s'entraider. La connaissance du territoire, besoin de se sentir utile, hyper important. Les gens ont envie de faire quelque chose. On voit, c'est le désastre autour de nous. On a trop envie d'aller aider, de participer à la communauté. C'est nos villes, c'est nos voisins, c'est notre vallée. Donc ce sentiment d'appartenance, de communauté dont je parlais est hyper important. Sentiment de communauté. Et les liens sociaux, c'est un peu en miroir avec l'isolement. Là, c'est un gros sujet. Antoine, tu parlais de bridging, bonding, linking. Différents types de liens sociaux, je vais y venir. Mais surtout, c'est dans les témoignages qui revenaient souvent, c'était ces personnes, ça sera mes voisins après la crise. On va vivre avec. On va continuer à vivre avec.
il y a une relation de long terme. On ne peut pas se permettre de casser ou de piétiner. Donc c'est important aussi de la conscience qu'il y a une après-crise et de la reconstruction, etc. Et un phénomène aussi récurrent partout dans les crises, ce que les scientifiques appellent l'identité partagée, c'est que ceux qui ont vécu la crise, ils savent, c'est nous, c'est notre crise, on l'a vécu, on l'a traversée, vous venez nous aider, mais vous ne savez pas en fait, vous n'avez pas vécu la chose. Et donc on a ce sentiment d'avoir vécu un truc qui nous a soudés à vie, il y a l'avant et l'après, et ce lien-là, il est très très puissant. Et il dure après la crise. Et ça émerge pendant les crises et ça provoque beaucoup de comportements prosociaux. Je vois une main qui s'est levée. Salut. J'avais une question sur l'entraide, on va dire, avec l'idée de coopération territoriale. Parce que tu parles d'esprit de communauté, par exemple, à l'échelle d'une vallée. Et du coup, ce besoin, en effet, de faire communauté parce qu'on connaît ses voisins, etc., etc. Si tu reprends l'exemple de la Roya ou de la VJB, où il y a eu l'entraide de l'arrière-pays niçois, voire même aussi de la métropole niçoise, qui sont venus jusque dans la vallée, comment a été accueillie cette entraide qui venait d'acteurs de très loin du territoire? J'y viens après. Ah bah parfait. Merci. Non mais ouais, mais je vais pas assez vite. Mais j'ai trop envie de tout vous dire. Donc, ouais. Ouais, on va parler de tout ça après. Donc, j'essaie de fixer les idées. Avant la crise, vous comprenez bien que pendant la crise, ça émerge. Mais avant la crise, il faut qu'on prépare cette entraide. Limite qu'on la cultive pour que ça se passe mieux pendant les crises et après dans la reconstruction. Et donc, il y a des types de liens qui sont à travailler avant la crise, en particulier les liens verticaux, c'est-à-dire les liens de confiance envers les autorités. Les pompiers, la sécurité civile, les élus, et au-delà, le département, la région, l'État. Et parfois, il y a beaucoup de défiance. Et s'il y a de la défiance, on l'a vu pendant le Covid, c'est compliqué de gérer, c'est compliqué de l'articulation, mais ça tu viendras, Véro, après. Et je voulais juste mettre ce schéma pour aussi capter, vous donner une sorte de cadre, de grille de lecture pour analyser après tout ce qui arrive dans vos vies ou tout ce qui... Bref. Les liens horizontaux, ça c'est clé, c'est les liens entre voisins, les liens entre personnes d'une même strate, c'est-à-dire les amis, la famille, les citoyens, les habitants d'un quartier. Ça marche aussi pour les classes sociales. Dans une société hautement stratifiée, les hyper riches s'entraident entre eux. Les pauvres s'entraident entre eux. Et il y a moins, du coup, dans une société stratifiée, d'entraide entre classes. Donc, l'entraide, c'est cette force horizontale, convergente, qui aide, qui permet de traverser l'adversité. Et on voit bien ce côté horizontal apparaître. Et là, il y a plein de types de liens différents, pas rentrer dans les détails. En gros, c'est les liens très puissants amis-famille. Ça, c'est hyper important pour l'entraide primaire, pour tout ce qui sort spontanément. Il y a les liens qu'on a horizontaux avec des gens qu'on connaît moins. Les collègues de boulot, enfin les gens dans un autre quartier, etc. C'est des liens plus ténus, mais qui sont hyper importants pour d'autres dynamiques, en particulier l'entraide secondaire et d'autres choses. Et puis les liens linking, c'est ça, j'ai remis quand même les mots, ça c'est les liens avec les autorités. Et donc, je pose ça aussi, il y a des liens, ça je l'ai vu nulle part ailleurs, donc je pose ça comme un élément de réflexion. Il y a des communautés d'affinités, les gens avec qui on s'entend, et il y a les voisins. Et parfois, on ne s'entend pas avec les voisins. Et donc, il y a des liens de proximité et des liens d'affinité. Et les communautés peuvent être étendues dans l'espace, mais ce qui est aussi important, c'est de voir les liens de proximité. On a inventé ce mot, la voisinauté, pour les distinguer de la communauté. Je pense qu'il y a un truc à creuser là-dedans, d'améliorer les liens, les deux types de liens. Donc pour se préparer, je vais faire un peu vite, j'ai bientôt terminé. Améliorer les facteurs, prendre en compte les facteurs sociaux, communautaires, de voisinage. Là, je m'adresse aussi à vous en tant que professionnel de la gestion des crises.
Améliorer le degré de connexion entre les membres d'un réseau. C'est mieux, là c'est la voisinauté, si les personnes sont proches physiquement, ça marche mieux dans les premières réactions. Et il faut impliquer les groupes, les associations, les réseaux déjà préexistants dans des scénarios de planification de catastrophe. Donc évidemment, faire des scénarios, s'exercer aux crises, c'est le meilleur moyen de créer du lien avant les crises. Donc jouer, on est un animal, on est un mammifère, et les mammifères, les primates, ils apprennent en jouant. Il n'y a pas d'autre moyen. S'entraîner aux crises sans trop de niveau de peur, c'est la clé. Et donc organiser des événements de quartier, etc., qui renforcent les liens sociaux. Donc si vous avez la crise, qui est ce carré rouge, il y a la réponse des habitants, elle arrive toujours, il y a la réponse des secours. On sait que les secours aident les habitants, okay, ça tout le monde le sait. Il y a une aide extérieure professionnelle qui arrive pour aider les secours quand ils sont débordés. Et il y a plein d'aides, ce que tu disais tout à l'heure, qui arrivent de l'extérieur. Si c'est trop catastrophique, on ne s'en sort pas. Il y a plein d'habitants qui spontanément vont venir aider. Là, on est dans l'aide. Nous, ce qu'on a vu là, c'est qu'il y a plein d'entraide. Les habitants s'auto-organisent. D'accord ? Et là, on va passer à l'articulation. C'est là que ça va devenir un peu plus compliqué. Merci. Bon, un constat général, hein, à la fois de la littérature, mais aussi dans nos études de cas, dans les webinaires, c'est que ces différentes formes d'entraide sont a priori reléguées au second plan en temps de crise dans les dispositifs officiels, malgré l'efficacité prouvée, la richesse et la puissance de ces mouvements-là. Pour démarrer la petite anecdote, on était, Nadine et moi, il y a un mois, dans un exercice, Géry aussi y était, qui était organisé par l'agglomération de La Rochelle. Donc un exercice de mise en situation, vague de submersion marine sur toute l'agglo. Et on était observateurs à différents endroits avec justement Prévention Maïf qui avait, avec le Crisis Lab de Sciences Po Paris, et donc on était dans ce mouvement-là, voulu faire jouer, je crois pour une des premières fois, l'implication citoyenne, l'entraide, dans un exercice de préparation aux crises. Petit témoignage personnel, j'étais dans une mairie où ils étaient super organisés, le PC de crise, etc. C'était impeccable. Et les bénévoles qui arrivaient dans l'accueil étaient gérés par les secrétaires de mairie, prenaient note des propositions de bénévolat, etc. Et ça n'a pas réussi à rentrer. En fait, ce n'est même pas rentré dans le PC de crise. Après, il y a d'autres dispositifs dont on parlera peut-être, mais effectivement de plateforme, Prévention Maïf a développé une plateforme pour mettre en lien ceux qui proposent et ceux qui nécessitent d'un coup de main en temps de crise. Donc ça, c'est un dispositif intéressant, mais c'était vraiment très intéressant d'être observateur dans le PC de crise, et à aucun moment on a vu passer la barrière pour que... Et pourtant, il y avait des professionnels de santé, des gens qui avaient des logements à proposer, donc il y avait beaucoup de propositions, mais ça n'était pas du tout intégré. La fin de l'histoire, quand même, c'est que dans le débriefing, du coup, les gens ont dit « Ah ben tiens, on va intégrer ça dans notre... j'ai oublié le terme, là, mais dans les procédures de gestion de crise. Hein, PCS, voilà. Avec une fiche action, y compris du coup pour les gens qui sont à l'accueil, et pour que ça soit intégré, parce qu'effectivement, c'est une richesse, mais pour l'instant, ça n'a aucune place nulle part. Donc ça, c'était une petite expérience, mais effectivement, dans tout ce qu'on a documenté à la Roya, en Ukraine, au Tchad, etc., c'est comme si c'était deux mondes parallèles, en fait. Alors, on a essayé, je vais proposer quelques pistes là où on en est, du pourquoi et des enjeux qu'il y a derrière tout ça, en fait. Première chose, en fait, je pense qu'il reste quand même... à la fois une méconnaissance
Je pense qu'il y a juste des angles morts. C'est-à-dire que je pense que le maire là, de la petite commune où j'étais, à côté de La Rochelle, je pense qu'il avait juste besoin qu'on en parle et de visibiliser la chose. Parce que c'est des professionnels, ils ont leurs responsabilités, ils ont des protocoles, ça prend déjà beaucoup d'espace mental, il y a toutes les responsabilités. Et donc, je pense que pour certains, c'est voilà, de la méconnaissance, un angle mort. Après, quand on va creuser un petit peu pour se dire mais comment ça se fait que ça soit un angle mort alors que c'est si puissant, présent et visible en fait pour ceux qui traversent des crises, et ben en fait il y a quand même des mythes à déconstruire et la littérature là-dessus est extrêmement convergente pour dire qu'il y a 3 mythes qui restent présents dans l'esprit des individus et du coup des secours professionnels. Plus on devient professionnel, plus on est persuadé que la solution, c'est le côté professionnel, parce que les individus, c'est bien connu, ils paniquent en temps de crise. Et ça va être la catastrophe. L'ensemble des études qui ont été faites en temps de crise, mais même au moment du 11 septembre, etc., c'est qu'au contraire, en temps de crise, il y a du silence, les gens se concentrent et il y a au contraire une grande concentration et contrôle de soi. Donc, ça ne veut pas dire que c'est 100% des gens. Et évidemment, il y a de la peur, mais la peur, à ce moment-là, elle est nécessaire. Il faut aussi échapper au danger, donc il faut être sur ses gardes, mais ce n'est pas la même chose de paniquer que d'avoir peur pour des bonnes raisons. Et cette idée que les individus paniquent, elle est vraiment complètement démontée dès qu'on a une approche scientifique de la question et qu'on documente ces situations-là. Peut-être que ça peu été documenté ou peu connu parce que en fait, c'est des situations exceptionnelles. C'est rare qu'il y ait des chercheurs qui soient là au moment de la crise. Nous, dans le secteur humanitaire, en fait, les premières missions qu'on fait régulièrement, on ne peut que dire que tout le monde dit que ça a été extraordinaire les premiers temps, que les voisins ont été les premiers à aider, etc. Mais en général, quand les secours arrivent, on a déjà passé cette première vague-là de l'entraide primaire et ça s'estompe assez rapidement, surtout au moment où justement les secours arrivent. Donc c'est rarement documenté du fait de l'absence des chercheurs et puis de la difficulté méthodologique aussi d'aller faire de la recherche au moment de la crise, pour faire parler les gens au moment de la crise de ce qui vient de se passer. Ils ont perdu leur voisin qui s'est fait embarquer par la coulée de boue, et dites-moi comment ça s'est passé. Est-ce que vous avez... Donc voilà, il y a quand même des difficultés méthodologiques qui entourent en fait l'étude de ces moments particuliers. Mais il y a eu des tas d'études, des fois un peu décalées dans le temps, mais qui travaillent sur la mémoire et sur les récits. Et du coup, c'est vraiment, cet élément-là, il est déconstruit par l'approche scientifique. Deuxième chose, les victimes sont impuissantes. L'image de la victime qui a vraiment besoin des secours, elle prévaut notamment chez les professionnels des secours. Et moi, je parle aussi pour moi, je ne jette pas l'opprobre sur les autres. En tant qu'acteur humanitaire depuis 30 ans, le secteur humanitaire est traversé par la puissance de l'action de sauver. Et avec ça vient l'image de la victime impuissante. Ça, c'est déconstruit à nouveau par les études. Alors, j'ai plus en mémoire les chiffres exacts, mais je crois que selon les situations de tremblement de terre, on est entre 50 et 90% des victimes qui sont sauvées par leurs voisins. C'est pas anecdotique, c'est massif. Parce que c'est vraiment les premières heures où il faut aller secourir quelqu'un, sortir des décombres. Donc et la personne qui fait ça, elle est elle-même victime, elle est sur la zone. Et c'est bien ça qui fait sa capacité d'action. Et troisième mythe à déconstruire, c'est les comportements déviants qui prévaleraient en temps de crise.
avec, on parle très souvent des pillages. Les pillages, et c'est largement repris du coup par les médias, parce qu'il y a cette image-là qui existe en fait dans notre imaginaire collectif. On a pu effectivement, comme le disait Pablo, aller discuter avec la personne dans la Roya qui a ouvert son magasin. Donc les médias, on peut dire il y a du pillage. Non, en fait, il y avait juste des denrées alimentaires qui allaient se périmer, des besoins, et du coup les commerçants qui avaient ouvert leur magasin. Je pense que sur l'ouragan Katrina, il y a eu effectivement aussi des tas d'interprétations, effectivement, qui allaient vers c'est des pillages, etc. Le problème, c'est que ça dévie du coup les ressources des secours et de l'administration vers la sécurisation, plutôt que l'aide aux personnes. Ça, c'est un problème. Ce qui, par contre, a été documenté, c'est plutôt que les élites, là, du coup, on parle de la panique des élites. C'est-à-dire qu'en temps de crise, avec justement la déstructuration du système et de l'ordre, il peut y avoir une panique qui va être la panique des élites qui, là, vont avoir peur et vont avoir besoin de renforcer le contrôle de la population. Et ça, pareil, c'est quelque chose qui est documenté et qui est récurrent dans plein de contextes. Donc, si on a cet imaginaire-là individuellement et qu'il est encore renforcé, du coup, chez les professionnels, chez les secours qui travaillent, etc., je dirais qu'une des premières choses, c'est déconstruire ça pour pouvoir améliorer l'articulation. On ne l'a pas dit en intro, mais moi j'ai été frappée en fin d'année dernière. On est allé, il y avait un colloque qui a été organisé notamment par la FESNT, la Fondation de France, Sciences Po Paris, etc. à Paris, sur la mobilisation citoyenne en temps de crise. Et en introduction, il y a eu une prise de parole du responsable du secrétariat national pour la sécurité. Voilà, je ne me souviens plus de l'acronyme exact, mais qui a acté publiquement que face à l'augmentation des crises, en fait, les secours n'arriveraient pas à accompagner l'augmentation des besoins et qu'il fallait aujourd'hui compter sur la mobilisation citoyenne. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui doit passer aussi par, du coup, un leadership, des prises de parole pour amener à une autre façon de voir les choses. Et je suis assez persuadée que on va parler process, protocole, communication, etc. Mais tout ça peut se transformer s'il y a à la base une conception, une compréhension différente du rôle potentiel et réel des citoyens en temps de crise. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense qu'il faut aussi se dire que les contextes politiques et institutionnels font la différence pour la question de l'articulation entre entraide et secours et institutions. Déjà, première chose, on l'a constaté, c'est le vide institutionnel, soit temporaire parce que c'est une crise subite, soit plus long parce que les institutions sont très faibles ou ne sont pas intéressées. Je pense par exemple au Tchad, ce n'est pas que l'État tchadien est faible, loin s'en faut. Mais les services publics et les secours aux populations sont secondaires, notamment dans le quartier qu'on a étudié. Et du coup, la communauté dont je vous parle, le carré, là, le quartier, ils ont été pendant 3 semaines tout seuls à devoir retenir la digue. Donc ça crée ce vide institutionnel qui est donc soit temporaire, soit plus long, fait comme un appel d'air à l'entraide. C'est-à-dire que quand c'est la seule façon de s'en sortir, tout le monde se retrousse les manches et on y va, quoi. L'arrivée des secours, la première rencontre, l'interface entre justement ce qui s'est passé, cette entraide primaire et la reprise pied donc, de l'administration, des services publics, etc., elle est critique. Elle peut déstructurer l'entraide. On peut, et là,
à nouveau, je vais plus parler de mon expérience humanitaire, des expériences que je connais mieux, par exemple Ukraine ou Tchad, où quand tout d'un coup les moyens arrivent, la force et la puissance d'action arrivent, elle peut juste diluer ou décourager en fait ceux qui ont été de la première heure. Et ça, on le voit alors, beaucoup en Ukraine, où aujourd'hui, il y a un sujet de friction très fort entre les acteurs locaux qui ont été en première ligne depuis le début, qui portent le gros du secours aux personnes, qui vont chercher les personnes vulnérables sur les lignes de front, qui les ramènent, qui organisent les premiers secours, l'hébergement, etc. Et puis quand tout d'un coup, il y a des acteurs humanitaires qui arrivent avec des centaines de milliers d'euros pour un programme et qui prennent place là où des gens sont là depuis le début et où il y a ce sentiment d'avoir vécu quelque chose ensemble, ça peut être très compliqué. C'est très difficile. Ça crée des tensions réelles. Mais ce n'est pas pour dire que du coup, il ne faut pas que les secours arrivent et qu'il ne faut pas qu'il y ait aussi de la relève, parce qu'il y a besoin aussi de relève. Il y a besoin de travailler cette interface. On ne peut pas non plus imaginer, miser 100% sur l'entraide citoyenne. On en est bien conscient. Mais du coup, cette interface-là, ces premiers temps, la rencontre et surtout comment est-ce qu'on va chercher complémentarité, soutien, plutôt que remplacer et substituer, c'est là que ça se joue. En Ukraine, ce dont ont beaucoup besoin les volontaires, c'est du soutien, du soutien psychosocial, mais dans le terme de les renforcer, de leur permettre de souffler. Ils sont épuisés, là, après 3 ans. C'est épuisant. Ils ont besoin de trouver un statut pour mieux équilibrer, parce que là, c'est une crise qui dure en plus, mieux équilibrer vie personnelle et leur rôle, hein, du coup, en tant que volontaire. Donc, il y a besoin d'organisation. Dans d'autres cas, il y a des moyens qui viennent avec les secours. On ne peut pas espérer, effectivement, que dans ce carré à N'Djamena, à chaque fois que le fleuve grandit, ils soient juste avec leurs petits bras et à remplir des sacs de sable pour consolider la digue, avec les mamas qui font la cuisine derrière, à se débrouiller tout seuls. Donc, il y a bien besoin aussi de cette arrivée, en fait, des secours avec du matériel, avec d'autres types de moyens, etc. Mais voilà, l'interface, la complémentarité et éviter la substitution, c'est vraiment un enjeu critique. Véro, c'est Oui. ce qu'on avait à la Roya, on avait appelé l'effet cow-boy. C'est un témoignage qu'on avait eu. Les secours, ils arrivaient, les gens s'étaient débrouillés pendant 2 jours, mais ils avaient tout fait, quoi, il n'y avait rien. Et les secours arrivaient en mode allez, poussez-vous, c'est nous les pros, et on va vous expliquer. Et là, c'est très contre-productif parce que les gens, ceux qui arrivent, n'ont pas vécu. Ils n'ont pas l'identité partagée, et ça casse vraiment beaucoup, ça casse plus que l'ambiance, quoi. Ça casse Alors, quelques facteurs favorables ou défavorables à la qualité de l'articulation. Alors, un facteur hyper favorable, c'est l'ennemi commun. Alors là, on est tous ensemble, que ça soit autorité, secours professionnel, population, et ça c'est l'exemple de l'Ukraine. L'exemple de l'Ukraine, c'est vraiment, et c'est cultivé même, hein, du coup cette mobilisation collective, je ne sais pas si vous avez entendu, mais Zelensky, il remercie les volontaires, la jeunesse, la société civile, etc. Donc il y a de la reconnaissance, ça fait partie du dispositif de résistance, quoi. Et cet ennemi commun, en fait, quand il est clairement identifié, eh ben, cette membrane qui fait qu'on est un groupe ensemble, elle devient très très forte. Et le groupe, il peut être secours et population mixée, quoi. Une catastrophe naturelle, ça peut aussi, du coup, dans les premiers temps, parce que les catastrophes naturelles n'existent pas, ce sont des catastrophes socio-naturelles, on est bien d'accord, hein, il y a des aléas sur des vulnérabilités. Et donc, dès qu'on commence à sortir du premier temps de la crise et à analyser pourquoi c'est forcément les plus pauvres qui étaient qui habitaient le long du fleuve, qui se sont fait... Et donc, ça fait sortir des enjeux politiques, etc. Donc là, ça peut à nouveau cristalliser des tensions. Mais dans un premier temps, l'aléa naturel peut créer aussi cette espèce de ensemble, on est unis contre l'adversité. Et ça, c'est vraiment extrêmement fort.
En revanche, le cas de Briançon, où on est sur, depuis 2015, donc ça fait 10 ans, hein, que la société civile, avec des organisations, des ONG, se mobilise pour tenter de pallier l'inaction, si je suis gentille, voire vraiment la lutte contre l'entrée et du coup même contre la solidarité, contre les actes de solidarité. Là, du coup, vous comprenez bien que l'articulation entre les services étatiques et l'entraide citoyenne, elle est non seulement inexistante, mais c'est même plutôt, en fait, il y a une guerre qui est faite aux solidaires sur le contexte briançonnais. Pablo en a parlé déjà, mais effectivement, la question de la confiance envers les institutions, c'est un facteur favorable pour travailler les interfaces, en fait. Et je dirais la confiance, ça ne vient pas de nulle part, donc la connaissance mutuelle, ces enjeux-là, en fait, permettent vraiment de travailler l'interface. Et si vous voulez lire l'étude de cas Australie, là, elle est vraiment très intéressante parce qu'en Australie, avec ce que je vous disais, là, les différentes crises par lesquelles ils sont passés, notamment dans cette zone du Greater UK où l'étude a été conduite, ces communautés qui se sont retrouvées isolées plusieurs jours, pour certaines semaines, avec des conditions vraiment extrêmes qui ont même aidé les pompiers. À certains moments, les pompiers étant tellement débordés que c'est la population. Et ben là, il y a tout un travail qui est en train de se faire avec des groupes de résilience locaux, communautaires, une approche communautaire de la gestion des risques, et où ils travaillent l'interface. Donc, ils font des choses ensemble avec les pompiers, avec les responsables et les élus, les services publics, etc. Ils font des exercices, ils ont même travaillé sur des protocoles. La prochaine fois, comment est-ce qu'on communique? Donc, des radios VHF prépositionnées dans certains lieux isolés pour pouvoir communiquer. Voilà, la confiance envers les institutions, évidemment, favorise l'interface entre l'entraide et les secours. Oui. Ouais, je pense que c'est bon. Ouais. Et inversement, la défiance envers les institutions est un facteur défavorable pour l'interface entre les secours professionnels et l'entraide. Il y avait quelqu'un qui semblait connaître Valence. Oui, voilà. Et là, on est dans un cas d'école, je dirais, effectivement, de défiance totale vis-à-vis des institutions, de défaillance institutionnelle avec un refus de lancer l'alerte qui a du coup conduit à la catastrophe qu'on a vue dont on a vu les images, et aujourd'hui avec du coup toute une mobilisation citoyenne pour demander des comptes. Et donc là, il y a eu vraiment de la défiance et du coup des interfaces très compliquées entre l'entraide citoyenne et les institutions. C'est des problèmes de gouvernance qui peuvent arriver en temps de crise en particulier et qui peuvent du coup créer des tensions fortes. Après, les cadres opérationnels sont quand même très différents. Concrètement, il y a des questions de vocabulaire, de langage, de procédure, je vais tout défiler, qui font que le mariage est quand même un peu compliqué entre finalement quelque chose qui est organique, qui émerge. On parle d'ailleurs dans la littérature de groupes émergents en temps de crise, des choses qui n'existaient pas. Et la crise fait qu'il y a tout d'un coup des groupes qui vont se former, des interrelations se créer, etc. Donc c'est quelque chose qui est, tu disais, un animal sauvage, quoi. Quelque chose qui est très difficile à capturer, à prévoir, à dompter, je dirais même, versus le système, mais avec des protocoles hyper normé, cadré, écrit, où tout est noté, la gestion de crise, donc tout est mis dans des registres, etc. Donc c'est effectivement des langages, des modes de fonctionnement qui sont, je dirais, par nature, un peu comme l'huile et l'eau, difficiles à marier. Donc, à nouveau, c'est pour ça, c'est la question de l'interface. Ce n'est pas d'intégrer l'entraide dans des dispositifs publics, le sujet.
mais c'est de travailler les interfaces. Où est-ce qu'on peut apprendre à mieux communiquer, à mieux se connaître, à échanger de l'information, éventuellement des moyens, ce genre de choses. C'est vrai aussi dans le système de l'aide internationale. C'est la même histoire, c'est-à-dire que le système de l'aide internationale, il est très verticalisé, avec des procédures qui maintenant sont hyper rodées, ce qui lui donne un certain type d'efficacité, je dirais, qui est questionné aujourd'hui par rapport à justement ce qui émerge en temps de crise, mais le mariage est extrêmement compliqué. Il y a des procédures, il y a un vocabulaire qui sont des tickets d'entrée impossibles pour les acteurs extérieurs au système. Et je pense qu'on peut utiliser un peu... Enfin, c'est la même chose qu'on constate dans les dispositifs sur le territoire national, avec des modes d'organisation, des vocabulaires très, très différents. La question des assurances. Ça, c'est quand même un vrai sujet. Dès lors que des secours et des services publics commencent à réfléchir à comment articuler aide et entraide, il y a tout de suite la question de la responsabilité et qu'est-ce qui se passe en cas, par exemple, de quelqu'un qui se blesse en voulant aider et qui avait plus ou moins été intégré du coup au dispositif, qui avait été encouragé ou guidé, réorienté vers telle ou telle chose. En Australie, ils sont en train de négocier un dispositif pour avoir un cadre légal pour que les volontaires en temps de crise puissent avoir une assurance qui soit facile à prendre et qui quand même couvre la prise de risque. Je crois qu'au Japon, il y a le dispositif déjà qui est prévu et qui permet aux volontaires, au Japon en plus, eux, ils ont mis en place la maison des volontaires au niveau municipal qui hors état de crise, permet par exemple à un jeune retraité de venir dire qu'il a du temps pour aider aux devoirs des enfants, etc. Donc c'est là que se passe en fait la gestion de l'offre et de la demande de bénévolat en fait au niveau municipal. Et en temps de crise, ça devient les centres de volontaires. C'est là que les volontaires arrivent et qu'il y a une interface qui se crée avec les besoins et les services municipaux pour réorienter en disant bah oui, là on a besoin de dégager voilà, les pelles, les pioches, etc. Et du coup, dans leur dispositif, il y a aussi la prise en compte des assurances avec un statut particulier pour assurer les volontaires. Et c'est vrai que ça, cette question des assurances, elle ressort très régulièrement dès que... Oui. C'est déjà le cas aujourd'hui en France. Il y a un statut qui existe, qui est le statut de collaborateur occasionnel du service public. Pour tous les collaborateurs non salariés normés, ça intervient au profit de la collectivité. Et du coup, quelle démarche il faut faire pour... C'est automatiquement intégré dans les assurances des collectivités. C'est mon expérience. Ah, ok. Qui a été créé par le juge administratif. Ah, ben ça, je prendrai plus d'informations parce que... Ah, ok. C'est de la vieille jurisprudence qui dit que spontanément, si on intervient pour faire un acte de sauvetage, la personne de fait devient collaborateur avec les élèves de l'administration et pris en charge par les assurances statutaires de la collectivité. Génial. Ou en tout cas par la collectivité, même s'il n'y a pas d'assurance. Bah, je prends toutes les références juste après. C'est plus qu'il faut que pour la collectivité, on encadre les bénévoles. Ouais. Que si les bénévoles font des bêtises, provoquent des dégâts, ils ont un avocat qui ne les défend pas trop mal, il est rapidement facile du côté assurance de la collectivité. Ok. Ouais, d'accord. Ouais, c'est ce qui devient un enjeu du coup, ouais. C'est pour ça qu'ils doivent être recensés et encadrés pour que, sinon c'est vrai que ça ne marchera pas. Surtout que ça a juste arrivé, ça ne marchera pas. S'il n'y a pas d'encadrement de recensement, ça ne marchera jamais. C'est votre terrain de réserve. C'est peut-être ça que ça trame d'efficient, ça retrouve C'est de la sécurité. De sécurité civile, ouais. Et là, on n'est pas sur de l'entrée spontanée. Non, oui, tout à fait. Après, on l'a pas encore... la carte
La carte, il fallait que je trouve quelque chose, il était minuit hier soir, sur l'îlot de la cuisine. Donc, c'est juste pour dire qu'effectivement, il y a quand même une question d'échelle géographique. Vous en avez parlé tout à l'heure, et on est tous en interdépendance. Même, effectivement, une zone qui est touchée par une crise, à un moment, elle va devoir dépendre d'autres niveaux. Mais ce que je voulais juste, parce que ça va être l'heure, ce que je voulais juste souligner ici, c'était l'importance du niveau local et le niveau municipal. Mais ça semble évident de le dire ici aujourd'hui. Ça l'est beaucoup moins quand on parle à des niveaux au niveau national ou dans le secteur de l'aide internationale, au niveau international, où on a l'impression qu'en fait les choses doivent se décider ailleurs, alors que en tout cas toute l'articulation, la gestion de crise en général et l'articulation avec l'entraide, elle se joue vraiment au niveau municipal. Je file parce que du coup j'ai débordé. Voilà, juste ça c'était le petit exercice de La Rochelle. Non, je crois que c'est mon dernier point, mais c'était juste pour dire quand même l'importance de tout ce qui est apprentissage, préparation, tu en as parlé. Donc à la fois au sein de communautés, mais ensemble aussi entre acteurs institués et citoyens, habitants. En fait, je pense que l'exercice qu'on a fait à La Rochelle était très intéressant. Je pense qu'il faut qu'il soit démultiplié dans d'autres territoires, faire intervenir et vraiment travailler avec les citoyens la préparation à la gestion de crise. Ça, je pense que c'est absolument essentiel. Les retours d'expérience, ça c'est une volonté qu'on a de pouvoir aussi apprendre. Il y a des rétextes qui se font, des retours d'expérience qui se font après chaque événement dans les secours. Je pense que ce serait vraiment important qu'aujourd'hui, il puisse y avoir au moins une représentation citoyenne, voire des groupes qui ont joué un rôle clé, qui participent aussi à l'apprentissage. Ces retours d'expérience, notamment, là on le voit sur l'Australie, en fait, des crises récurrentes augmentent la courbe d'apprentissage. Et si on prend le temps, effectivement, de tirer les enseignements et de les transformer en capital de connaissances, quoi. Et puis, la connaissance mutuelle, mais même des interindividuels, en fait. Donc faire des choses ensemble, c'est la meilleure façon de se connaître. Vivre des choses ensemble, c'est la meilleure façon, du coup, d'avoir confiance dans l'autre. Et le jour où la crise arrive, et ben, s'il y a quelques personnes dans des groupes, des quartiers, des associations, des collectifs qui connaissent au sein de la municipalité qui est en charge de la logistique, qui fait quoi, quels sont les points de contact, et qu'il y a déjà des exercices qui ont été faits ensemble et de la connaissance mutuelle, ça c'est vraiment l'huile dans les rouages, quoi. L'Australie, il travaille beaucoup là-dessus, sur aussi faire des choses ensemble et se connaître au niveau individuel. Et puis, ah oui, ça c'était... alors on l'a vu pas dans toutes les études de cas, mais c'est sorti très fort dans la Roya, ça sort dans le cadre de l'Ukraine, l'importance de la reconnaissance. En général, les professionnels des secours, à la fin d'une situation difficile, il y a un temps aussi, après le retour d'expérience, où on rend grâce, enfin, où on reconnaît le travail des uns et des autres. À la Roya, ça s'est fait naturellement, et aucune personne n'a pensé ou a imaginé que ça pouvait être utile de reconnaître l'implication de tels collectifs qui pourtant, depuis le début, c'est décarcassé pour la collectivité. Jamais un mot, une reconnaissance. À la limite, si personne n'était reconnu, s'il y avait des médailles pour personne, ni de petits mots pour personne, je pense que ça ne créerait pas de jalousie parce que personne ne fait ça pour la médaille. Mais quand il y a des médailles pour des gens qui, en fait, sont venus genre 15 jours, pendant que les autres, ils ont crapahuté dans la boue pendant 3 mois, et que la médaille va à celui qui est venu pendant 15 jours parce qu'il représente telle ou telle institution, et qu'il n'y a pas un mot pour les citoyens, les mouvements, les collectifs qui... Là, nous, on l'a entendu très souvent. Et ça, on sent qu'en Ukraine, par exemple, ils font attention de bien mettre en lumière, de reconnaître, de valoriser le travail. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue
qui n'est pas essentiel le premier temps de la crise, mais pareil, si on veut mettre de l'huile dans les rouages et prendre soin de l'interface, ça peut passer aussi par ça. Je crois que c'était tout. Oui, et pour les autres crises. Parce que si on maintient un climat de défiance, il y a une mauvaise reconnaissance, bah, les crises suivantes vont être plus difficiles. Là, c'était pour compléter le schéma. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait beaucoup d'entraide. On a remarqué aussi que les habitants aident les secours. Donc le schéma, il va se compliquer petit à petit. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que les secours peuvent empêcher l'entraide. L'aide populaire qui arrive, elle peut empêcher le fonctionnement des secours. Et les habitants peuvent aussi empêcher le bon fonctionnement des secours. On voit que c'est quand même plus compliqué. Et aussi qu'il y a de l'entraide entre professionnels dans une situation dégradée d'improvisation. Vous vous souvenez, l'entraide entre strates, bah, la strate des secours, à La Roya en tout cas, ils ont galéré, donc ils se sont entraidés aussi. L'entraide, elle est partout. Vous voyez que la situation est quand même bien complexe et il y a beaucoup de points, beaucoup d'angles morts. Alors là, on va passer aux ateliers. On est encore en pleine phase d'analyse, donc on ne va pas vous dérouler plein de recommandations. On en a en réserve, on pourra en parler. Mais ce qu'on avait envie, c'est que, avec le bon sens, avec votre expérience, vous sentez venir déjà des recommandations. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses? Avancer dans ces ateliers et dans la vie en général, avec cette grille de lecture. C'est ce qui nous aide à avancer pour l'instant. Le avant, pendant et après la crise, c'est 3 temps très différents qualitativement. Qu'est-ce qu'on peut faire et en fonction de là où on est. Pour les habitants, ceux qui ne sont pas du tout impliqués dans la gestion de crise ou même qui n'ont pas envie de s'impliquer. Il y a des gens qui ont envie de s'impliquer et d'autres qui n'ont pas envie. Il y a des associations qui n'ont rien à voir avec la gestion de crise mais qui sont déjà des liens sociaux structurés, les clubs de foot, tout ça. C'est hyper important. Comment on peut les impliquer, etc. Tous les services de secours, mais ça inclut les associations aussi spécialistes des secours et les collectivités. Et en fonction de chaque point de vue, eh bien, il y aura des recommandations différentes suivant qu'on est avant, pendant, après la crise. Voilà un petit schéma simple qui permet de bien clarifier aussi là où on veut aller et là où vous êtes. Merci de votre attention. C'était la première phase.